lourde responsabilité, souvent d'être député dans cette chambre, seul. Quand j'entends l'honorable, mon ami, je dirais mon ami Alan, as deep as it can. Monsieur le Président, quelle est la question essentielle devant nous ce soir? C'est que l'argent ne devrait pas être l'élément déterminant pour que le peuple exprime son vote sacré. C'est ça la démocratie. La démocratie exige qu'il y ait un level playing field. Je parlais d'une grande responsabilité parce que la réforme électorale, je l'ai suivie depuis de longues années avec les amis des deux côtés de la Chambre. J'ai suivi le rapport Sachs, le rapport de Emmanuel Yanching, j'ai suivi le rapport Carcassonne, j'ai suivi le rapport de Ramasitanen. Il avait été question pendant un moment de ce qu'on appelait une omnibus legislation qui engloberait tout. La représentation proportionnelle, la représentation des femmes, le best loser system, financement des partis politiques. Et après, on a réussi en 2019 à venir avec des lois spécifiques et non pas une omnibus legislation, parce que l'omnibus legislation n'aurait jamais remporté un consensus. Le projet de loi, par rapport à 2019, a apporté il y a beaucoup de différences. J'ai entendu l'honorable Fazila Doriarou parler de ce qui diffère, les grandes différences entre 2019 et 2024. Bien sûr, nous sommes tous nous sommes soif de la démocratie. Nous voulons de la transparence, de l'accountability, l'enregistrement des partis politiques, les comptes en banque des partis politiques, un bon audit, tout le monde le veut. La question de base, nous savons tous comment cette question de base peut quelque part être un obstacle à la démocratie. Mais de là, moi j'ai beaucoup de propositions à faire. Mais de là à dire que l'Electoral Commissioner devrait agir un peu comme un MRA pour les partis politiques. Ça, c'est une autre question. Ce que j'appellerais the level of scrutiny. Et je rejoins ce que l'honorable Xavier Duval a parlé regarding the disclosure of the financial statements, that is the amount, the monetary value of the donation in kind made to any recipient. Et quelle que soit l'opposition d'aujourd'hui ou le gouvernement d'aujourd'hui, cette obligation est excessive. Alors que le Code de Corporate Governance impose, comme il l'a bien dit, pas d'obligation, mais plutôt encourage les grandes compagnies de le faire. Alors, est-ce que ce serait bien que les compagnies puissent faire des donations, mais qu'il y ait un quantum, c'est-à-dire le toto, ils peuvent, dans leur rapport, annual report, rapporter le total. On peut imaginer, Monsieur le Président, la stigmatisation, les contraintes politiques auxquelles s'expose toute entité, toute compagnie qui financerait des partis de l'opposition d'aujourd'hui ou de demain. Cette clause ne peut que tarir les donations, car elle va créer un climat de méfiance, de peur de vendetta politique concernant les permis, les contrats, les projets. Donc je demanderai si on pourrait revoir ça. J'ai la question, par exemple, aussi. Any person, clause 5, any person may receive a political donation on behalf of a registered political party. Mais c'est trop large. Any person. Est-ce que c'est un activiste? Est-ce que c'est un membre du comité central? Est-ce que c'est un membre du bureau politique? Est-ce que c'est un représentant? C'est un député? It's too wide, Mr. Speaker, sir. Where an election agent receives a monetary donation, how many election agents are we going to have? Et soit il doit le faire 7 jours avant et que doit remettre cette somme au candidat. Comment on peut vérifier ça? What are the checks and balances? J'ai parlé de la clause 7, maintenant la clause 9.
prohibited donations, qui n'étaient pas qui étaient autorisés en 2019, et non-citizen et non-resident citizen. On élimine là la diaspora, à peu près des centaines de milliers de Mauriciens, qui aujourd'hui, grâce aux dernières technologies, veulent, et ils sont toujours en communication avec nous tous les jours, ils veulent participer au débat et construire l'avenir de notre pays, participer. Et il y a même qui souhaitent, qui réclament le droit de vote. Mais toute cette diaspora est éliminée. Et il y a aussi autre chose dans la section J. Such other bodies as may be prescribed. I would like to ask the Prime Minister, what are the such other bodies? Est-ce que la question se pose? Alors, il y a une trop grande discrétion. Est-ce que ça va être réglementé par des regulations? Such other bodies as may be prescribed. Alors qu'on élimine la diaspora. Et par ailleurs, on est en train de placer une très lourde responsabilité sur le trésorier de chaque parti. Et tout le monde sait, nous sommes tous là au sein d'un parti, que combien ce poste est un poste ingrat d'être le trésorier d'un parti politique. Alors, moi, je pense qu'il y a des avancées, il y a des différences positives, mais je souhaiterais apporter un certain nombre d'éléments nouveaux. Concernant le public funding, la dernière fois, l'opposition MMM, si je me souviens, était d'accord pour voter la loi, sinon on allait inclure le political funding. Et moi, je me souviens, j'étais voir ça à Nehru Jagannath, et je lui avais dit, mais pourquoi on ne fait pas un political funding symbolique? En France, aux élections présidentielles, on paye 1 euro pour chaque vote obtenu par chaque candidat qui aurait traversé un seuil. Alors moi, ce que j'avais proposé à l'époque, pourquoi on ne mettait pas 1 roupie symbolique, puisqu'il y avait 900 000 votes, et chaque électeur avait 3 votes, donc ça ferait 2,7 millions de roupies. Mais symboliquement, ce n'était pas beaucoup pour l'État, mais symboliquement, on aurait déjà voté ça. Et le MMM, à ce moment-là, si je me souviens bien, aurait voté, on aurait eu probablement les 3 quarts. Alors moi, je pense qu'il faut le public funding. Pourquoi? La loi va réduire le private funding, et il faut qu'il y ait le public funding. Ça existe aux Seychelles, ça existe dans de nombreux pays, et cela permettrait justement de faire que les partis aient un level playing field. Alors, le public funding, si on met par exemple 10 roupies pour chaque vote, ça ferait 30 millions de roupies. Mais quand une élection coûte à peu près, là chaque parti devrait, chaque alliance devrait avoir 120 millions de roupies, ben imaginez on est en train de 600 millions pour l'organisation, 3 ou 4 grandes alliances qui mettraient 120 millions, donc on est en train de toucher 1 milliard de roupies pour une élection dans un petit pays comme l'île Maurice. Alors moi je suis pour le public funding, d'autant plus qu'avec le public funding, parce que it's public funds, le directeur de l'audit aurait pu à ce moment-là avoir recours pour faire des scrutiny des comptes du parti, parce que le parti aurait obtenu de l'argent de l'État. Alors, il y a aussi... Alors moi, je suis donc pour le public funding, et je suis aussi pour le crowdfunding. Et cette possibilité-là ça existe aux États-Unis, par exemple. Why do we speak about crowdfunding? Because it democratizes campaign funding, it reduces reliance on large donations from big companies, and it creates a level playing field, voter engagement. You have people who have a cause, who would like to help a party, connecting the people, because then it's true democracy, because the citizen feels that he has given a small sum, but he has given it for a good cause. Et je prends le cas de Bernie Sanders en 2020 aux États-Unis. Bon, c'est la pratique aussi, il y a des dîners qu'on organise pour avoir des millions de dollars. Il avait obtenu à ce moment-là 5,9 millions en 24 heures. Alors le crowdfunding aussi is asking the citizen to take part in the whole thing. Et moi je propose aussi que le montant,
1,5 million par circonscription par parti, 1,5 million par candidat, donc ça fait 4,5 millions, ça fait 6 millions au fait par parti, en total, le parti et les candidats par circonscription, ça fait 120 millions. Mais qui peut aujourd'hui avoir 120 millions pour faire les élections? Ah, mais it's a very spontaneous reply, but I think it's good, but because we are on TV and everybody is listening and watching us. Alors, mais tout le monde n'a pas ça. Mais c'est ça que j'ai expliqué, que la grande question fondamentale de départ, c'était est-ce que l'argent peut être l'élément déterminant dans l'expression du vox populi? Alors, je reviens donc, moi je pense qu'il faut réduire à 1 million les dépenses pour qu'on puisse dépenser moins. Et je vais proposer quelques éléments, comment on peut réduire ça. Premièrement, en France ou en Angleterre, c'est le gouvernement qui finance les manifestos de tous les partis. Et le manifeste de tous les partis sont publiés sur un même format and delivered to each one. Donc le citoyen, il a les manifestes de tout le monde, gratuitement, et ça, c'est pas à la charge du parti ou de l'alliance. Première chose. Deuxième chose, on peut dire qu'on peut donner l'accès à tous les centres, les halls municipaux, pour les réunions. À ce moment-là, ça aussi, ça réduirait énormément les dépenses pendant la campagne. Et ça, ce serait mis à la disposition de tous les partis. Et il y aurait une organisation nationale qui, first come on a first served basis when you qualify. Autre chose, le transport. Dans chaque école de vote, il nous faut à peu près 10 voitures. Et dans une circonscription, il nous faut à peu près 120 à 130 voitures. Si ça coûte 7 à 8 000 roupies, mais c'est une fortune. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un système où on a beaucoup de centres de vote à 300, 400 mètres de chez l'habitant? À moins qu'il y ait des conditions, il y a des situations difficiles, oui, dans certaines grandes circonscriptions. Mais en général, qu'on puisse avoir un bureau de vote à 300, 400, 500 mètres, et on peut provide the public transport. À ce moment-là, on est libre. Là, you have a level playing field, you spend less, you have access to government funding, you have access to government facilities, and transport is provided to... Il ne faut pas entrer dans la voiture pour avoir justement l'argent qui s'assied à côté avec son pavillon, et après il prend le pavillon, il va dans les 200 mètres de l'école. Non. Alors, si on veut une démocratie moderne, je pense que c'est des choses qui sont possibles. Alors, avoir des centres de vote à 200, 300 mètres, 400 mètres, avoir un transport gratuit, avoir des manifestes gratuits. This is what I'm saying, that we have to reduce the expenses. Now, I would like to say something about the Section 19. The Electoral Commissioner can order any person to attend before him for the purpose of being examined orally in relation to any matter. And he can order him to produce before him any book, any document, any record or any article. Maintenant, on a eu les représentations auprès de l'Electoral Commission concernant le same-day counting. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu un problème, on a évoqué la question de ressources. Maintenant, pour faire ce travail au niveau de l'Electoral Commissioner, il faut des ressources énormes pour pouvoir faire de sorte que dans le compte des 60 candidats, le compte des 20 circonscriptions, le compte des différents partis. Et là, je dis aussi que this extensive power needs some judicial control, and I firmly believe that the Electoral Commissioner should avail himself of a judge's order before asking somebody to come in front of him. Je vais terminer en disant que nous avons besoin, il y a une urgence qu'on ait un système de contrôle et de transparence, de grande transparence concernant les élections
Mais pas seulement pendant la période électorale. Par exemple, le 1er mai, les dépenses des partis. Nous avons besoin de cette transparence, nous avons besoin de cette accountability. Nous avons besoin d'enregistrer les partis. La question, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Dans le jeu politique, la majorité n'obtient jamais le soutien de l'opposition et on n'aura pas les 3/4. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution et la solution c'est peut-être le dialogue, c'est peut-être le Select Committee. Il faut qu'on arrive à le faire parce que le peuple attend à cette transparence dans la vie politique, dans notre démocratie. Et je pense que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est justement référer toutes ces questions à un comité parlementaire et faire de sorte qu'on puisse arriver à ce consensus. Parce que ce consensus est vital pour nous, pour chacun d'entre nous, que ce soit dans l'opposition ou dans le gouvernement. Et un gros effort a été fait en 2019, un gros effort est en train d'être fait en 2024. We have to walk the last mile. Et comme on dit jamais 203, peut-être on aura une situation à l'Assemblée nationale où il y aura une majorité pour voter un Political Financial Bill. Thank you, Mr. Speaker, sir.